Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va gratter un peu sous le vernis de notre quotidien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me démange, littéralement. Vous savez, ce moment où vous regardez votre téléphone qui marche parfaitement, ou ce manteau que vous avez acheté l'année dernière et qui n'a aucun trou, et pourtant, vous avez cette petite voix désagréable dans la tête qui vous dit qu'il faut changer, qu'il faut du neuf. Pour en parler, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Bonjour Sarah, ravi d'être là pour disséquer nos névroses de consommateurs. Alors Thomas, on connaît tous l'obsolescence programmée, le fameux mythe de l'imprimante qui meurt le lendemain de la fin de la garantie. Mais là, on parle d'autre chose. On parle d'obsolescence perçue. C'est quoi exactement? C'est dans notre tête? C'est totalement dans notre tête, Sarah. Et c'est justement pour ça que c'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus dangereux que n'importe quelle puce électronique programmée pour griller. L'obsolescence perçue, c'est l'art de rendre un produit désuet alors qu'il est encore parfaitement fonctionnel. C'est le génie maléfique du marketing qui réussit à déconnecter la valeur d'usage de la valeur sociale. En gros, ton téléphone fonctionne, il appelle, il va sur Internet, la batterie tient la route. Mais si tu le sors en public, tu as honte. Honte? Le mot est fort quand même, non? Pas du tout, c'est le moteur principal. La honte est le carburant de l'économie moderne. Si tu n'as pas honte de ton vieux matériel, tu ne rachètes pas. Et pour comprendre ça, il faut remonter un peu le temps. On ne s'est pas réveillé un matin avec cette envie de changer de garde-robe tous les mois. Ça a été construit. C'est là que tu nous emmènes dans les années 20, c'est ça? J'ai cru comprendre que tout part de l'industrie automobile. Exactement. Imagine le contexte. On est aux États-Unis, début du XXe siècle. Henry Ford domine le monde avec sa Ford T. La philosophie de Ford, c'est l'utilitaire pur. Il disait que le client peut avoir la voiture de la couleur qu'il veut tant que c'est noir. On achetait une voiture pour la vie, ou du moins pour 10 ou 15 ans. C'était un outil. Et puis, le marché a commencé à saturer. Tout le monde avait sa voiture, les ventes stagnaient. C'est là qu'entre en scène Alfred Sloan. Le patron de General Motors? Le grand rival. Sloan a compris un truc fondamental que Ford refusait de voir. Il a compris qu'il ne fallait plus vendre de la mécanique, mais du statut social. En 1923, il introduit le concept de changement de modèle annuel. Chaque année, GM sortait de nouvelles voitures avec des changements cosmétiques mineurs. Un peu plus de chrome ici, une aile plus arrondie là, une nouvelle couleur. Donc la voiture était la même sous le capot? Strictement la même, c'est ça l'arnaque du siècle. Mécaniquement, c'était la même voiture. Mais visuellement, si tu roulais en 1925 avec le modèle de 1923, tout le voisinage savait que tu n'avais pas les moyens de suivre la cadence. Sloan a transformé la voiture en marqueur de temps et de richesse. Il a inventé le vieux artificiel. Avant lui, un objet était vieux quand il était cassé. Après lui, un objet est vieux quand le nouveau modèle est sorti. C'est fascinant et terrifiant à la fois. On est passé de « j'ai besoin d'une voiture » à « j'ai besoin de la nouvelle voiture ». Et j'imagine que ce modèle s'est exporté partout. Partout, absolument partout. Mais là où ça devient vraiment toxique, c'est quand ça a touché la mode. Parce que changer de voiture tous les ans, c'est compliqué financièrement. Mais changer de t-shirt, c'est facile. C'est là qu'on entre dans l'ère de la fast fashion et de la manipulation psychologique de masse. C'est vrai que maintenant, on a l'impression que les collections changent toutes les semaines. Avant, il y avait quoi? 2 saisons? Printemps-été et automne-hiver? C'était le bon vieux temps. Aujourd'hui, avec des enseignes comme Zara, H&M ou pire, Shein, on est sur ce qu'on appelle des micro-saisons. On parle de 52 saisons par an, une par semaine. Le but, c'est de créer un sentiment d'urgence permanent. Si tu vois ce petit haut sans pas et que tu ne l'achètes pas maintenant, il ne sera plus là dans 10 jours. Mais surtout, si tu l'achètes, dans 3 semaines, il sera visuellement identifié comme appartenant au mois dernier. C'est fou quand on y pense. Mais comment ils font pour que nous, consommateurs rationnels, on tombe dans le panneau à chaque fois? Je veux dire, je sais que c'est du marketing, mais je le fais quand même. Parce qu'ils ne vendent pas du tissu, Sarah. Ils vendent de l'appartenance. Ils utilisent des influenceurs, des réseaux sociaux pour créer des micro-tendances ultra rapides. Regarde le style mobwife ou coquette sur TikTok. Ça dure 3 semaines. Si tu portes tes chaussures à grosses semelles alors que la mode est repassée aux semelles fines, tu envoies un signal. Le signal dit « je ne suis pas au courant » ou « je n'ai pas les moyens ». C'est là que l'obsolescence perçue est perverse. Elle t'attaque sur ton identité sociale. Ce n'est pas le produit qui est usé, c'est ton désir qui a été reprogrammé. Tu te souviens des jeans skinny? Oh mon Dieu, oui, j'en ai plein mon placard. Et aujourd'hui, si tu sors avec un jean ultra moulant alors que la Gen Z a décrété que le large était la norme, tu te sens comment? Je me sens un peu ringarde, un peu milléniale sur le retour. Voilà, tu as le mot, ringarde. Ton jean n'a pas changé. Il couvre tes jambes, il te tient chaud, il est solide. Mais ton cerveau a été lavé pour percevoir cette coupe spécifique comme un échec social. C'est ça le lavage de cerveau de la mode. Ils ont réussi à monétiser notre insécurité. Et ça nous coûte une fortune cette histoire. Parce que racheter ce qu'on a déjà, c'est littéralement jeter l'argent par les fenêtres. C'est une catastrophe pour l'épargne personnelle, c'est évident. On travaille des heures pour acheter des trucs qui vont finir au fond d'un placard 6 mois plus tard. C'est le mythe de Sisyphe version carte bleue. Mais le coût financier, honnêtement, ce n'est rien comparé au coût écologique. C'est là que l'obsolescence perçue devient criminelle.
Tu penses aux images qu'on voit parfois, ces montagnes de vêtements? Oui, le désert d'Atacama au Chili. C'est l'image la plus brutale de notre époque. Des dunes, non pas de sable, mais de vêtements neufs ou presque neufs. Des tonnes de polyester qui, rappelons-le, du plastique, qui cuisent au soleil et polluent les nappes phréatiques. Tout ça parce qu'à un moment donné, quelqu'un a décidé que le vert pastel c'était fini et que le rouge brique c'était in. On détruit la planète pour des caprices esthétiques dictés par des algorithmes. C'est d'une absurdité sans nom. C'est déprimant vu comme ça. On a l'impression d'être des hamsters dans une roue. On court, on achète, on jette, on recommence. Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce qu'il y a une résistance possible ou est-ce qu'on est condamné à suivre la tendance jusqu'à la fin des temps? Heureusement, la résistance s'organise. Et elle est fascinante parce qu'elle est radicale. Il y a un mouvement qui prend de l'ampleur. Ça s'appelle le Buy It for Life, l'achat pour la vie. C'est des gens qui se réunissent sur des forums comme Reddit pour discuter non pas de la dernière mode, mais de la durabilité extrême. C'est un retour en arrière? Un retour à la mentalité de nos grands-parents? En quelque sorte, mais avec une conscience moderne. L'idée, c'est de déprogrammer son cerveau. C'est un exercice mental. Il faut apprendre à regarder un objet usé, non pas comme vieux ou sale, mais comme patiné. Il y a une énorme différence. Un vieux blouson en cuir qui a pris la forme de ton corps, qui a des marques d'usure, il raconte une histoire, il a de la noblesse. Un t-shirt en plastique de chez Chine, quand il vieillit, il devient juste une serpillière. Donc la clé, c'est la qualité. La qualité et l'attachement émotionnel réel. La résistance, c'est de refuser d'avoir honte. C'est de dire « Oui, j'ai cet iPhone depuis 4 ans, l'écran est un peu rayé, mais je l'aime bien, il fait le job et je ne suis pas un panneau publicitaire ambulant pour Apple. » C'est une forme d'élégance suprême, je trouve. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir le dernier sac à la mode. Le vrai luxe, c'est de ne pas avoir besoin de le changer. C'est la liberté. C'est très vrai, se libérer du regard des autres. Mais c'est dur, Thomas. La pression sociale est énorme, surtout pour les plus jeunes. C'est dur, oui, c'est une désintoxication. Il faut arrêter de suivre les comptes qui nous font sentir inadéquats. Il faut arrêter de scroller sur ces applications qui sont des vitrines infinies. Et surtout, il faut redécouvrir le plaisir de l'entretien. Cirer ses chaussures, réparer un accroc, changer la batterie de son téléphone soi-même. Quand tu répares un objet, tu te l'appropries vraiment. Il ne t'appartient plus parce que tu l'as payé, il t'appartient parce que tu l'as soigné. Et ça, le marketing déteste. Un consommateur qui répare, c'est un consommateur qui ne dépense pas. C'est l'acte le plus rebelle qu'on puisse faire aujourd'hui. Garder ses affaires. Garder ses affaires, l'acte rebelle. J'adore cette conclusion. Ça donne envie de regarder son placard différemment ce soir. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage un peu brutal mais nécessaire. Merci Sarah. Et n'oubliez pas, si c'est démodé, c'est que vous êtes sans doute en avance sur le prochain cycle vintage. Bien vu. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos vieux objets. Bye!